c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. J'y arrive enfin. Au menu de ce matin, les incendies électriques, un phénomène aussi dramatique que reculant en République de Guinée, selon les dernières statistiques des départements de la protection civile et de l'énergie, plus de 7899 cas d'incendie ont été enregistrés entre 2017 et 2023. Ces sinistres ont fait 94 morts, 493 blessés et détruits 20 marchés à travers le pays. Les communes les plus touchées sont Kaloum, 2621 cas, Dixine, 2300 cas, Matam, 1676 cas, Matoto, 868 cas et Ratoma, 434 cas. Face à cette situation alarmante, faut-il envisager la réhabilitation du réseau de distribution électrique, la mise à niveau des installations dans les anciens bâtiments ou encore une réglementation plus stricte du marché des équipements électriques conformément aux normes ISO? Nous en parlons dans un instant avec notre premier invité, M. Ousmane Salami Kamara. Il est président de l'association Autoprévention et Sécourisme Guinée. Dans la seconde partie de cette émission, nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Ouest. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, plaide pour une coopération renforcée avec la Russie, notamment dans les domaines militaires, scientifiques et technologiques. Reçu à Moscou par Vladimir Poutine à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie, il a mis l'accent sur la formation de la jeunesse burkinabé et l'élargissement de l'aide académique russe. Mais cette coopération est-elle vraiment porteuse pour la souveraineté du Burkina Faso? Monsieur Mahmoud Touré, analyste politique, politologue, nous apportera à son éclairage. Enfin, nous reviendrons sur un développement majeur dans le conflit russo-ukrainien alors que l'Ukraine a proposé un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Vladimir Poutine a rejeté l'initiative, préférant proposer une reprise des négociations, cette fois directe avec Kiev dès le 15 mai à Istanbul en Turquie. S'agit-il d'une véritable ouverture ou d'une nouvelle manœuvre stratégique? Nous poserons la question à Carlos Keteou, qui est journaliste et analyste en géopolitique. Voilà le menu. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous préférer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez sur la 89.5 en bande FM. Merci de votre fidélité. Vous êtes forcément sur Kavi FM. À la télé, vous nous regardez à l'instant sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times. Merci d'être des nôtres de ce côté. Également sur notre site d'information siaminfo.com, notre application mobile Kavi Média disponible sur Play Store et App Store et sur l'ensemble synchronisé Meta, YouTube, TikTok. Vous pouvez taper simplement Kavi Média pour être au cœur de l'actualité et de nos programmes. Yaye Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous, bonjour à Dian, je n'étais pas là, j'étais convalescent. Bienvenue à Dian, une voix de plus, une diversité de plus. Merci. Mamadou Dian Diallo, bonjour, la nouvelle voix. Abdellah Kamara, bonjour Yaya et merci. Également bonjour à tous qui nous suivent à l'instant. Merci, on parle de ce premier sujet. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Plus de 7800 incendies recensés en République de Guinée entre 2017 et 2023. 94 morts, près de 500 blessés et 20 marchés partis en fumée. Kaloum, Dixine, Matam, Matoto, Ratoma sont les communes les plus touchées. Le cas récent s'est produit à Taouya où 4 membres d'une même famille ont perdu la vie. D'abord, suivons ensemble ce reportage dans Soubaïlo Baldé. Derrière, on se retrouve pour débattre de ce sujet très important.
Une grande tristesse règne dans la famille Keïta à Taouya Kankankura, dans la commune de Ratoma, après le sinistre qui a tué 4 personnes, 3 filles et un garçon. C'est le bilan meurtrier enregistré dans cet incendie. Toutes issues de la même famille, les victimes sont mortes par l'effet de la gravité du feu qui s'est déclaré dans la maison. Maïmouna Keïta, cousine des victimes, parle de courant électrique qui, selon elle, a occasionné cet incendie. Un garçon, les filles là, c'était des jumelles. Chacune d'elles était les jumelles d'autres enfants et tout. Le garçon, c'était mon filleul. Et la fille qui est décédée, elle avait 21 ans. C'est celle qui s'occupait des enfants. Donc, on n'a pas pu les reconnaître parce qu'ils étaient vraiment calcinés et tout. Le courant qui était revenu avec force et ça a créé une masse. À partir de la chambre où ils dormaient, déjà qu'il y a le climatiseur dans chaque chambre, il y a la télé au salon, il y a le frigo au salon aussi. Et dans la douche, il y a les machines et tout pour le chauffage et tout. Donc toutes ces machines-là, sous le coup de la pression du feu, ça n'a pas pu supporter, donc ça a explosé. Et il y avait les enfants qui étaient arrêtés là. Malheureusement, la fille qui faisait sortir les enfants, l'armoire est tombée sur elle. Donc les autres enfants, ils étaient là arrêtés, on les voyait carrément se brûler. Un incendie qui s'est déclaré après la prière du vendredi selon les témoins. Mohamed Kamara s'est présenté comme étant le premier secouriste à arriver sur les lieux de l'incendie. Il a décrit la scène. Il y a un monsieur, il a envoyé les gaz là pour éteindre le feu. Je suis venu, la porte n'était pas fermée. J'ai ouvert la porte, mais j'ai vu le feu. On a commencé à éteindre, mais il y avait trop. Maintenant, là, ça avait commencé à évoluer. Je suis sorti, je suis venu derrière ici. À la fenêtre, j'ai entendu les cris des gens. J'ai dit, non, il y a les gens à l'intérieur. Venez, il y a les gens. Comme ça, là. Moi, je suis sorti, je suis allé monter sur la toit là-bas. Sur les toits, on a arraché un. Mais le degré de fumée qu'on avait là derrière, non, c'est trop tard. Finalement, on a cassé derrière pour faire sortir 3 personnes. Le 4e qu'on a pris, lui, on avait pris la main. Mais la peau a lâché. Plusieurs biens importants ont été brûlés par les flammes, notamment des postes téléviseurs, des lits, des matelas, des habits et autres objets de valeur. Cet autre sinistre a attiré la curiosité de plusieurs citoyens qui sont venus constater les faits. Cavi TV, la télé du développement. Paix donc à l'âme de ces personnes qui ont perdu la vie dans cet incendie. Du côté de Taouya, on vient de suivre ce reportage sur Sarge. Installations vétustes, matériel non conforme sont toujours pointés du doigt. Justement, ce sont des faits qui sont souvent pointés du doigt suite à cette série d'incendies que nous avons connus depuis un bon bout de temps. La date la plus, marquée par ces incendies, ce fut l'année 2024-2023. Je crois que nous avons connu véritablement des incendies qui ont pris des cours, même l'administration publique, puisque si vous vous rappelez, c'est en cette année 2024 que le ministère de l'Agriculture aussi a été touché. On ne revient pas sur 2023 justement avec l'incendie du dépôt central de Kaloum, mais ce sont des faits qui reviennent à tout bout de champ, et qui interpellent à plus haut niveau, notamment l'appareil judiciaire. En 2024, en mai pour être plus précis, il y a eu ces rencontres qui ont été, initiées sous l'égide du ministre de la Justice pour pouvoir amener tous les services concernés à se pencher sur la question, une question lancinante et pour laquelle nous n'avons pas toujours une réponse
adéquate, une réponse adéquate qui consiste à trouver des solutions qui peuvent nous permettre d'endiguer ces phénomènes meurtriers. Alors, il y a eu plusieurs pistes de solutions qui ont été soulevées, notamment la surcharge, les branchements clandestins, mais aussi la vétusté de ces installations-là. Mais on ne s'est pas arrêté là-bas puisque tout ce qui est lié au court-circuit, disons, dans le cadre de ces incendies, a été révélé par l'EDG. Je crois que l'EDG était d'accord que 70% de ces cas-là étaient liés au court-circuit. Alors, court-circuit, c'est assez vague. C'est là où on parle un peu de ces différentes surcharges, de ce branchement clandestin, mais aussi, à force de me répéter, la vétusté de ces installations-là. Donc, voilà un tas de causes qui pouvaient expliquer, disons, ces phénomènes-là. Je crois que la responsabilité, puisque c'est le titre de ce sujet, comment situer les responsabilités. Pour situer les responsabilités, il faut d'abord pointer du doigt à la négligence collective. La négligence collective de par l'État, mais aussi de par les particuliers. L'État qui doit pouvoir quand même contrôler tout ce qui est matériel lié aux installations électriques, qui ne joue pleinement pas son rôle dans ce sens-là. Il y a des Guinéens qui ont ce qu'on appelle cette autorisation et qui bénéficient, disons, d'une complaisance totale de part de l'État, parce qu'à un certain niveau, les installations doivent pouvoir effectivement obéir à un certain nombre de critères. Alors, ces critères-là, tout semble indiquer que ces critères-là ne sont pas respectés par, disons, ces exportateurs-là. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est ces facteurs endogènes qui est lié même aux citoyens qui sont souvent victimes de ces cas d'incendie. Ces citoyens qui sont victimes de ces cas d'incendie font preuve aussi de manque de prudence. Manque de prudence parce que tout simplement, quelquefois même, des spécialistes à la matière conseillent à ces citoyens-là de pouvoir utiliser des matériels adéquats, disons, aux réseaux électriques que nous avons dans notre pays ici. Il se trouve que quelquefois, ces citoyens, disons, outrepassent ces conseils-là et essaient tout à fait, justement, de faire cultiver les conséquences que ce sont ces incendies-là qui viennent à un certain niveau tout ravager. Donc, vous avez rappelé ici un nombre assez regrettable, plus de 80 morts. Je crois que c'est quelque chose qui doit pouvoir interpeller l'État, mais aussi tous les acteurs concernés. Alors, parlant de la justice, puisque vous vous rappelez à un certain niveau, même en Conseil de ministres, le sujet s'était invité pouvoir dire nous assistons à une épidémie, pour ne pas dire une pandémie puisqu'il s'agit de la Guinée, mais une épidémie d'incendie, comment faire face et quelles seraient les principales causes de ces différents incendies. Alors, la piste criminelle n'a pas été écartée. Je crois qu'en ce moment même, le président avait demandé à ce que la justice, l'appareil judiciaire, puisse se bouger pour pouvoir éventuellement, en connivence avec les DG, voir comment est-ce qu'il faut déterminer tout cela, éventuellement prendre des dispositions. C'est ce qui fut fait. Est-ce que cette commission mixte qui a été mise en place sous l'égide du ministre de la Justice à l'époque continue? La question reste posée parce que tout simplement, nous continuons d'assister à ces cas d'incendie. Jamais des auteurs ou des premiers auteurs n'ont été arrêtés, identifiés, éventuellement mis à la disposition de la justice pour qu'ils puissent répondre à leurs actes. Donc je pense que voilà des questions qui restent posées, mais toujours est-il que la pandémie continue, contre laquelle nous n'avons toujours pas une réponse. Maintenant, autre question. Aujourd'hui, il faut se poser la question pourquoi la modernisation du réseau retarde. Pourquoi? Aujourd'hui, quand même, c'est une question qui est là. En Conseil des ministres, vous l'avez rappelé déjà, le sujet s'est invité en Conseil des ministres. Soit aujourd'hui, le gouvernement fait tout pour, en tout cas, met les bouchées doubles pour minimiser les risques d'incendie électrique. Précision importante en République de Guinée. Mais pourquoi, selon vous, après, selon les observateurs, selon vos recherches, pourquoi tout cela retarde? Pourquoi cette modernisation prend du temps? Vous savez que qui parle de modernisation parle de réformes. Les réformes font toujours face à ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, puisqu'il y a certains qui pensent que le statu quo était mieux. Donc, ce n'est pas facile de pouvoir faire face à tout cela. Mais je crois que j'ai dû toucher un pan qui concerne justement cette question que vous venez de poser. C'est ce pan qui consiste à dire que les matériels, éventuellement, puisqu'on parle de la modernisation, qui doivent être importés en République de Guinée ici, doivent être
des qualités et soumis à un critère ou à des standards internationaux, tout simplement. Donc le service contrôle qualité. Contrôle qualité. Et je pense que là, il faut qu'on essaie d'interpeller ce service-là pour qu'il ne s'agit pas à Togourchan de nous dire qu'il y a eu une tonne ou 2 tonnes de jus, de boissons énergétiques qu'on a pu retrouver chez là, impropres à la consommation. Ce sont aussi, disons, des matériels qui concernent ce service-là, cet office-là. Alors, il faut qu'on essaie de voir tout cela. Alors, on parlait d'une complaisance collective. Est-ce que par là, on est au courant, mais on refuse d'agir? Parce que tout simplement, le phénomène continue et ça va crescendo. Je pense que là, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Dieu. Avec ce que nous avons vu et ce que nous avons vécu dans notre pays ici, ça va au-delà même d'une volonté divine. Bien que nous soyons croyants, nous savons que tout part de lui. Mais je crois que là, nous voyons tout justement une sorte d'imprudence collective, mais aussi une complaisance de la part de l'État qui doit pouvoir à un certain niveau prendre ses responsabilités, puisque c'est à l'État à un certain niveau d'imposer disons, des dispositions déjà qui sont établies là, mais de faire en sorte que ces dispositions soient respectées par les uns et les autres. Et je pense que cela nécessiterait naturellement, disons, un courage de la part de l'appareil judiciaire qui, à un certain niveau, doit pouvoir sanctionner. Bien. Sanctionner, c'est très important après avoir sensibilisé, offert des services aux populations. Les incendies électriques sont devenus inquiétants. Vous le savez déjà, nous le rappelons dans cette émission. Que faut-il faire? Revoir le réseau électrique, réguler davantage le marché des équipements, et à la rappeler. On en parle avec notre invité, M. Ousmane Salami Camara. Il est président de l'association Autoprévention et Sécurisme en Guinée, chargé de cours sécurité active et passive hydraulique et industrielle. Monsieur Salami, bonjour, bienvenue dans cette émission Le Scanner. Bonjour Monsieur Camara, bienvenue dans cette émission Le Scanner. On a du mal à recevoir Monsieur Salami que nous allons en tout cas essayer de les tenter pour une fois encore. Avec lui, nous parlons d'incendie en République de Guinée. Monsieur Salami, bonjour, bienvenue. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Merci d'accepter l'invitation du Scanner ce matin. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier par rapport à ce que vous faites pour la nation. C'est un devoir. Et si tout le monde faisait comme vous, je pense que nous aurons dû trouver la solution à nos problèmes. Bien, c'est un devoir, il faut le rappeler. Monsieur Camara, comment expliquez-vous la fréquence inquiétante des incendies électriques ces derniers mois en République de Guinée? Je pense que personne n'est sans savoir aujourd'hui ce qui se passe chez nous par rapport à ces cas d'incendie. C'est devenu alarmant. Très triste de voir des Guinéens mourir sans cause. Parce que si je dis cause, c'est qu'il y a l'ignorance qui est là, il y a la méconnaissance qui est là. Donc tout ça là, la population n'est pas du tout outillée par rapport à l'utilisation du courant électrique. La population n'est pas informée par rapport au type d'installation qu'il faut faire. Donc si vous voyez aujourd'hui, la plupart des cas de mort qu'on enregistre ces derniers moments, c'est des innocents qui meurent dans ces tristes incendies qui se passent chez nous. Et pourtant, on pouvait trouver la solution à ces problèmes. C'est pourquoi c'est très très difficile d'expliquer aujourd'hui ce phénomène qui se passe chez nous par rapport à ces cas d'incendie. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il est facile pour nous d'identifier les responsabilités entre citoyens, les autorités locales et l'État lui-même? Les responsabilités sont situées. Si vous prenez le premier responsable d'abord, c'est les autorités, c'est l'État. C'est l'État qui est responsable par rapport à ce qui se passe. Parce que quand on parle de la construction, il faut parler d'abord des normes. Si ces normes-là ne sont pas imposées à la population, ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est voué à l'échec. Donc, la norme de construction est là. Regardez aujourd'hui chez nous, comment les gens construisent. Et au-delà de ça, il faut essayer de voir les équipements que nous recevons ici, ce ne sont pas des équipements de qualité, ce ne sont pas des fils de qualité. Donc tout ça là, la norme là devait être imposée par l'État. Ceux qui sont en train de revendre les fils aujourd'hui ou les autres équipements ne sont pas des professionnels. Donc
tout ça là, ça nous cause des problèmes. Toujours avec l'État, la maintenance devait être imposée par l'État. Parce que si vous prenez une installation, on dit au moins chaque 6 mois, il faut faire la vérification des installations. Et avant de recevoir le courant à la maison, normalement, il faut avoir des services qui sont là, qui doivent certifier pour dire que telle maison doit recevoir du courant. Mais si l'État n'impose pas tout ça là, et ne met pas ces systèmes-là en place, je pense que la population qui est là, en tant que consommateur, seront toujours des victimes. En plus de ça, si je prends la deuxième responsabilité, c'est au niveau des propriétaires des maisons. Aujourd'hui, il y a une installation qui doit être faite dans les bâtiments. Mais le propriétaire qui est là, premièrement, il ne connaît pas les types de fils qu'il faut choisir. Deuxièmement, vous allez trouver que c'est un monsieur qui est pingre. Donc, il prend des occasions pour installer. Et au-delà de ça, il ne trouve pas un professionnel qui va venir faire l'installation. Donc, là, lui, ça passe de responsabilité se situe là-bas. Mais troisièmement, c'est ce monsieur-là qui est pifomètre qui vient pour faire l'installation. Il a pris par le tas. Donc, il a pris par le tas, il vient maintenant pour dire faire l'installation d'un bâtiment. Donc lui aussi, il a un chapeau. C'est pourquoi il faut tout le temps envoyer les gens vers les écoles professionnelles ou vers l'université pour qu'ils apprennent comment faire l'installation d'une maison. Donc toi qui es technicien, tu viens faire l'installation d'un bâtiment, tu refuses de mettre les normes parce que le monsieur n'a pas les moyens. Quand il y a incendie dans ce bâtiment-là, tu as sa part de responsabilité. Et en dernière position, parce que nous sommes tous concernés par rapport à ces cas, aujourd'hui, aucun de nous ne cherche d'abord à savoir quelle est la charge de sa maison. Donc, avec ces problèmes-là, ça pose beaucoup de problèmes. Quels sont les types de disjoncteurs qu'il faut placer? Nous ne le connaissons pas. Donc, tout ça là, cela nous arrive. Et au-delà de ça, quand il y a incendie et les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est là où toujours la responsabilité de l'État se pose. Parce que aujourd'hui, vous prenez nos communes. Oui. Partout où il y avait des bourses d'incendie, là c'est obstrué. Vous prenez dans nos communes, vous n'allez pas dans une commune aujourd'hui où vous allez trouver 2 ou 3 chauffeurs de pompiers en cas d'incendie. Donc tout ça là, la responsabilité de l'État est là. Et surtout nous qui sommes des environnants, partout où il y a incendie aujourd'hui, on l'a toujours rappelé, c'est la fumée là qui tue. Les gens qui viennent intervenir ne sont pas du tout outillés en sécurisme. Donc tout ça là, la responsabilité de l'État est là parce qu'ils doivent faire la formation de toute la population par rapport au sécurisme. Alors, justement parlant de ce sécurisme-là, nous savons que nous avons la protection civile qui est en charge de tout cela. L'œil d'un spécialiste à la matière, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à la protection civile pour faire face éventuellement à ces cas d'incendie et minimiser les dégâts? Avec la protection civile, c'est très très alarmant. Et il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de moyens. C'est visible, hein? On peut tous vérifier ce qui se passe autour de nous. Je vais dire tout de suite là, dans les carrefours normalement, ce sont ces sapeurs-pompiers là qui doivent garer dans chaque carrefour, dans chaque endroit. Mais regardez aujourd'hui, l'urbanisation qui est là. Quand il y a incendie dans un endroit, est-ce que l'accès est facile? S'ils viennent, avant d'avoir accès, c'est des problèmes. Deuxièmement, la protection civile. Là où ils devaient prendre de l'eau, c'est là où j'ai parlé des bourses d'incendie. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Il n'y a pas de points d'eau où ils peuvent avoir facilement d'eau. Des fois, ils viennent, ils se retournent pour aller chercher de l'eau. Ça trouverait que le feu est déjà parti. Parce que le feu, en 1 minute, tout est parti. Donc, c'est pourquoi il faut alerter les gens qui sont dans les communes aujourd'hui. Ils peuvent creuser au moins des fosses ou des puits où on peut stocker d'eau. En cas d'incendie, s'ils viennent, cela leur permettra de prendre rapidement l'eau afin d'intervenir. Oui, mais si tel n'est pas le cas, c'est toujours ces problèmes-là. Ou ceux qui sont dans les marchés. Mon cher, regardez, il y a combien de marchés qui ont pris feu? Combien de magasins? Combien de marchés? Il y a beaucoup de marchés qui ont pris feu. Donc là, les gens qui sont dans les marchés aujourd'hui, les commerçants et leurs bailleurs, doivent penser à cela. Ils achètent les citernes, ils viennent garer dans ces marchés-là pour qu'en cas de feu, ils puissent intervenir. Au-delà de ça, dans nos foyers aujourd'hui, on a besoin des extincteurs.
Mais tel n'est pas le cas parce que la protection civile ne peut pas tout faire. Mais si les gens sont formés en sécurisme, comment intervenir? Nous-mêmes, nous avons des instincteurs à la maison parce qu'il y a plusieurs types d'instincteurs. Là, ça, c'est un autre thème. Il y a les instincteurs de type A, type B, type C, jusqu'à type A. Tout comme les natures de feu. Mais si la méconnaissance de tout ça là se pose chez nous, nous allons vivre toujours avec ces incendies. Donc, comme la protection civile seule ne peut pas, nous aussi, on doit avoir au moins des bacs de sable dans nos maisons aujourd'hui. Si les gens refusent d'installer des extincteurs. Donc, avoir des bacs de sable, parce que quand il y a le feu, on peut éteindre le feu, soit avec les extincteurs ou avec les bacs de sable. Donc, c'est ce qu'on peut dire aussi au niveau de la population. Mais on demanderait toujours à l'État d'équiper la protection civile, de recruter beaucoup de personnes au niveau de la protection civile. Alors, M. Camara, oui. Allez-y, Doc. Alors, M. Camara, des belles propositions, vous nous apprenez ce matin-là. Vous êtes spécialiste en la matière, vous avez même une association. Alors, est-ce que ces propositions dont vous venez de nous faire part ici ont été partagées aux autorités? C'est partagé avec les autorités, mais vous savez, il y a la complexe d'infériorité qui est là, voire même les gens dans ce pays, c'est un pays à part. Donc, au lieu d'approcher les spécialistes, moi je ne suis pas seul ici, mais il y a beaucoup de Guinéens qui connaissent mieux. Donc, il faut appeler les spécialistes pour qu'ils viennent expliquer réellement qu'est-ce qui se passe. Mais quand il y a le feu, c'est à l'instant T que les gens vont penser qu'il y a eu incendie. Après ça, si ce n'est pas vous les médias, c'est rare de trouver les gens qui s'interrogent. Parce que quand il y a un problème, essayez de faire le diagnostic, vous posez le problème, vous trouvez la solution. Je vous donne un exemple. Quand il y a crash d'avion, il y a la boîte noire qui est là, non? Oui. Mais c'est pour savoir juste pourquoi cela est arrivé. Mais chez nous, les problèmes sont connus. Les fils que nous avions sont vétustes. Les équipements que nous avions, ce ne sont pas des qualités. Et tous ceux qui importent, ce sont des importateurs de ces fils-là, ne sont pas des spécialistes. L'ouvrier qui travaille n'est pas professionnel. Donc, ce sont des trucs-là qu'il faut corriger au fur et à mesure afin qu'on puisse trouver la solution. Mais si nous laissons tous ces pans-là, finalement, on s'attaque seulement au feu. Ce n'est pas ça la solution, mais il faut venir d'abord à la genèse pour dire que nos maisons ont besoin d'une vérification à tous les 6 mois. Et que la maintenance préventive doit être là. La qualité des fils doit être là. Les lampes que nous utilisons, vous prenez même l'installation d'un simple bâtiment que nous avions. Il y a les disjoncteurs qu'on doit placer, non? Et il y a plusieurs types de disjoncteurs. Vous prenez les fils qui sont dans les différentes maisons. Par exemple, pour la lampe, on dit c'est un fil 1.5 qu'il faut mettre. Pour la prise, c'est les fils 2.5. Vous prenez aussi pour la climatisation, ça commence de 6 mm carrés. Si l'électricien qui vient, il fait l'inverse de ça, qu'est-ce qui va arriver à la maison? Les fils vont s'échauffer et on va parler de court-circuit. Surtout ceux qui nous donnent à consommer aujourd'hui, même hier, j'ai constaté dans certains quartiers, c'est par rapport à l'EDG. Ils ont aussi ils font partie de l'État, ils ont leur part de responsabilité parce qu'avec la variation du courant, ça cause assez de dégâts. D'accord, M. Camara, excusez-moi, à vous écouter, on a l'impression que vos recommandations ou vos voix ne sont pas écoutées aujourd'hui par les autorités. Alors, qu'envisagez-vous pour les citoyens? Est-ce qu'il y a des actions que vous menez sur le terrain, notamment des sensibilisations, pour expliquer aux citoyens les causes, peut-être comment prévenir également éventuellement ces drames-là? Sensibilisation, voire des formations. Oui. On organise souvent des formations, même là où je suis sorti en classe, je suis sur la sécurité active et passive pour les étudiants. Donc chaque fois, partout où nous passons, Association Autoprévention et Sécurisme Guinée, on cherche à faire savoir aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les moyens nous manquent, vous pouvez demander à Kaloum, on avait commencé à distribuer avec nos maigres moyens quelques extincteurs dans certains quartiers de Kaloum, juste de façon symbolique, pour dire à monsieur X, quand il y a le courant, quand il y a l'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord couper au disjoncteur si vous avez la possibilité d'avoir accès à vos disjoncteurs. Deuxièmement, il faut avoir un extincteur à la maison. Et troisièmement, il faut vérifier les installations. On les explique ça. Finalement, ils vont comprendre. Et la plupart des émissions interactives, voire même des émissions en un mot, on a même actuellement une émission spécialement pour la sécurité
la prévention et le sécurisme tous les samedis qu'on fait passer, en langue et en français, pour que la population essaie de comprendre l'avantage de l'utilisation du courant. Mais si vous n'êtes pas accompagné, vous n'avez pas vos propres moyens, ça va être un peu difficile d'atteindre tous ces cibles-là. Bien, Monsieur Ousmane Salami Camara, président de l'association Autoprévention et Sécurisme de Guinée, chargé de cours sécurité active et passive hydraulique industrielle. D'abord, aujourd'hui, puisque vous avez planté le décor, vous avez situé les responsabilités, de façon directe, quelles recommandations faites-vous aux autorités avant de vous quitter? Ce que je vais demander aux autorités, tout ce qui se passe, ce sont nos pères, ce sont nos mères, c'est à eux d'être accusés et le chapeau leur revient. C'est eux qui doivent voir aujourd'hui quelles sont les normes qui sont utilisées dans les autres pays. Bien. Et il y a eu de ces pays, vous prenez par exemple la France et autres, lorsqu'il y avait eu beaucoup d'incendies, beaucoup de cas d'accidents, il y avait même des conseils interministériels par rapport à ces sujets-là. Donc c'est eux qui doivent décider aujourd'hui. Il y a les services qui sont là. Vous prenez tous ces services-là, tous ceux qui sont concernés par rapport à ça, vous faites l'état général. Ce qui va sortir de l'état général, là, vous essayez à appliquer ces différentes recommandations. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui importent des fils chez nous ne sont pas des connaisseurs. On a vu, ils sont en train de fermer des pharmacies privées, des cliniques privées, et pourtant, la façon dont ces gens-là tuent, le courant aussi est en train de tuer les Guinéens aujourd'hui. Bien. Parce que vous avez appris du côté de Taouya. Bien. Vous avez les images. Il y a eu combien de morts? Des innocents. Donc c'est la même manière qu'il faut résoudre le problème. On dit aux autorités, la maintenance est pour les équipements comme la médecine est pour le corps humain. Bien. Donc ils doivent imposer, et dans les écoles, il faut instaurer ça. De la première année en 6e année, ces cours d'incendie. Il faut expliquer aux enfants, c'est quoi d'abord le feu? Quand on dit le feu, c'est une réaction chimique entre 3 éléments. Il faut que les enfants soient informés de ça. Les triangles de feu. Il faut qu'on explique ça aux enfants. Donc ça doit commencer dans les écoles. Oui. Ces formations-là dans les écoles, de la première année à l'université, parce que dans les autres pays, c'est comme ça. Bien. La sécurité routière, dans les autres pays, c'est comme ça. Bien. Ça ne s'agit pas d'aller seulement dans les autres écoles. Avant d'arriver là-bas, ça trouverait que les gens ont des informations comme vous êtes en train de faire. Bien. Parce que l'autorité doit comprendre. Si ces 3 choses-là ne marchent pas de faire, rien ne peut marcher. Monsieur. La formation, la sensibilisation, l'éducation doit être un triangle pour toute une nation qui veut aller en avant. Merci à Monsieur Ousmane Salami Camara, président de l'association Auto-Prévention et Sécurisme Guinée. Merci d'être intervenu chez nous. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Bien. Après les incendies électriques qui ravagent nos habitations, cap maintenant sur l'Afrique de l'Ouest où le Burkina Faso renforce ses liens avec une puissance bien connue, la Russie. Le président burkinabé Ibrahima Traoré veut une coopération renforcée avec la Russie, et coopération militaire, technologique, académique, former la jeunesse, gagner en compétences. Voilà quelques recommandations faites par le capitaine Ibrahima Traoré. Nous allons suivre tout à l'heure cette réaction d'Ibrahima Traoré en face du président. Cet extrait, on se retrouve. C'est un honneur d'être là donc à la célébration des 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps,
la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. Une forte demande à Mamadou Dian, mais à quel prix le président burkinabé va-t-il obtenir ce transfert de compétences? Justement, nous l'avons écouté une nouvelle fois avec vraiment cette élégance qu'il a et surtout ce tard également qu'il a. Il a dit dans son discours finir avec la guerre, avoir une armée forte et lancer le développement du Burkina Faso, peut-être qui est en train de traîner depuis des années. Telle est aujourd'hui, en tout cas, l'essence de son combat dès qu'il est arrivé au pouvoir. Alors, dans ce même cadre, il a donc sollicité l'aide de la Russie, justement. Et c'est suite donc à cette visite qu'il a effectuée à Moscou dans le cadre de la commémoration de la victoire sur le nazisme que le président Burkina Faso, justement Abdallah, a échangé avec son homologue russe Vladimir Poutine, où il a proposé à ce que Poutine, la Russie en général, apporte un soutien d'aide au Burkinabé, notamment en termes de formation. Et voilà, tout est parti donc de là. Le président Vladimir Poutine également a promis d'accompagner la Russie dans ce sens-là et de même multiplier les bourses pour le pays burkinabé aujourd'hui dirigé donc par Ibrahim
Ibrahim Traoré. Vous posiez à Abdallah la question de savoir à quel prix, justement, le président burkinabé va-t-il obtenir ce transfert de compétences. Sachez que ce transfert de compétences à Abdallah, annoncé par le président Ibrahim Traoré, ne sera pas sans contrepartie. Ça, il faut le savoir dès le début, justement. Alors, la Russie, en échange de son appui militaire qu'il offrira, et technique également, qu'il offrira au Burkina Faso, pourrait demander des concessions importantes, notamment l'accès privilégié aux ressources minières du Burkina Faso, entre autres donc des contrats dans le secteur stratégique comme encore l'énergie ou des infrastructures, les alignements diplomatiques surtout qui est marqué en sa faveur aujourd'hui parce que la Russie est très présente aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, surtout sur le Sahel. Et donc c'est un partenariat qui pourrait renforcer aussi le pouvoir du capitaine Traoré en signant justement un nouvel accord avec la Russie, surtout en termes d'aide militaire. Le pouvoir du capitaine, je le disais, va donc pouvoir être à court terme, mais avec un coût politique, justement économique, non aussi négligeable, Abdallah. Bien, on a aussi entendu Ibrahim Traoré parler de transfert de compétences. Oui, est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets? Il parle de transfert de compétences, oui, on l'a écouté avec beaucoup d'aisance, vous l'avez rappelé. Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exemples concrets sur le continent? Effectivement, Abdallah, des exemples existent surtout ces derniers temps-là. Il y a déjà des précédents en Afrique ici, notamment au Mali et au Centrafrique, qu'on peut citer. La Russie a formé des unités d'armée locales et fourni des matériels militaires tout en prenant position dans les secteurs miniers et sécuritaires. Quand on prend l'exemple du Centrafrique, Abdallah, des conseillers russes sont présents aujourd'hui jusque dans les sphères du pouvoir, donc dans le pouvoir. Et le groupe Wagner que nous connaissons tous aussi contrôle certains sites miniers dans ce pays-là. Alors, ces expériences montrent, Abdallah, tout à fait que le transfert se fait, mais souvent en échange d'une forte présence russe sur le terrain. Mais bien, est-ce que ce partenariat spécifiquement peut profiter au Burkina à long, à court ou à moyen terme? Effectivement, Abdallah, c'est une très bonne question. À court terme, alors, ce que pourrait attendre aujourd'hui le Burkina Faso, c'est de tirer justement des bénéfices, notamment en renforçant ses capacités de défense face aux groupes armés et tout en formant justement ses forces nationales plus rapidement, parce qu'avec la Russie, la formation est aussi plus grande que ça. Donc à moyen terme, Abdallah, tout dépendra de la nature des accords passés. Si le partenariat reste équilibré, il peut contribuer à la stabilité et au développement, mais à long terme, le risque est là, le risque est réel de tomber en tout cas dans une dépendance justement vis-à-vis de Moscou, surtout si le pays ne parvient pas à se diversifier ou à diversifier ses alliances et ses partenariats économiques. Bien, du point de vue géopolitique, il y a aussi des questions qui se posent. Que cherche la Russie en s'implantant dans l'Afrique ou en Afrique de l'Ouest? Sur le Sahel en général, il faut le dire. Alors pour Moscou, Abdallah, l'Afrique de l'Ouest représente aujourd'hui une nouvelle frontière stratégique parce que tout est stratégique à ce niveau-là. En s'y implantant justement, la Russie cherche plusieurs choses aujourd'hui, Abdallah, en s'implantant en Afrique de l'Ouest, nous le disons. Alors contrer l'influence française et occidentale, justement, ça c'est un premier pan. Sécuriser les ressources naturelles telles que l'or, l'uranium ou encore du diamant et étendre surtout son réseau d'alliés à l'ONU et même dans les forums internationaux. Alors cette présence aujourd'hui de la Russie en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, Abdallah, est une réponse aux actions occidentales. Elle permet même à Moscou de tisser aujourd'hui des nouvelles routes économiques et diplomatiques. Donc au-delà même du Burkina Faso aujourd'hui dont on parle, c'est toute une recomposition des alliances qui est en cours dans la sous-région, Abdallah, avec la Russie. Oui, on va essayer de comprendre plus également avec notre invité. Merci Dian pour ce développement. Une question à présent que nous posons à notre second invité. La Russie est-elle une alternative crédible ou une nouvelle dépendance? On va essayer tout à l'heure de joindre à M. Mahmoud Touré, il est politologue. Avec lui, nous allons échanger sur certaines questions encore plus larges. Est-ce une forme de dépendance à peine déguisée du Burkina vis-à-vis de la Russie, le Burkina ouvertement aujourd'hui qui demande c'est ce partenariat stratégique, cette coopération diplomatique basée sur la sécurité, la défense et l'éducation. Surtout l'éducation avec
avec ce transfert de compétences. Est-ce que ce partenariat va profiter directement à la jeunesse burkinabé ou ce n'est qu'un partenariat symbolique, plus ou moins aussi, stratégique, plus ou moins efficace et plus profitant aussi pour la Russie. Pour la Russie. Est-ce que de l'autre côté, parce qu'on a vu la présence de la Russie dans certains pays, est-ce que la Russie a toutes les capacités aujourd'hui de booster l'éducation burkinabé, de faire ce transfert de compétences qui permettra un développement rapide au Burkina Faso avec à sa tête le président Ibrahim Traoré. On va essayer de joindre Monsieur Mahmoud Touré, il est politologue, c'est notre second invité qu'on va essayer de joindre ici dans cette émission qu'on tente de joindre à l'instant, mais qui ne, pour le moment, et s'il nous écoute déjà, je pense qu'il va essayer de répondre d'une minute à l'autre. Avec lui, nous parlerons des risques d'isolement diplomatique avec le Burkina Faso à cause peut-être de ce choix stratégique. Justement, Abdallah, il faut donc le comprendre aussi aujourd'hui que Vladimir, disons, le président russe, Vladimir Poutine justement a même pris des engagements, je le disais tantôt, d'augmenter le nombre de bourses effectivement octroyées aujourd'hui au pays burkinabé, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Et ce n'est pas, il le disait, que ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme donc qui gangrène aujourd'hui le pays burkinabé. Raison de plus qu'il pourrait assister éventuellement le Burkina Faso aujourd'hui. Un point très important de la prise de parole également du président burkinabé. Il a souligné sur cette vague de partenaires qui viennent juste pour profiter des ressources du sous-sol burkinabé. Effectivement, il l'a dit dans son discours aussi. C'est pourquoi il le disait et il a répété plusieurs fois qu'il a tiré des leçons, surtout sur cette assise-là qui s'est tenue à Moscou. Il a tiré plusieurs leçons. Raison de plus qu'elle sollicite aujourd'hui l'aide de la Russie. Le Burkina qui est membre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui vient quand même de couper le pont avec la France, la CEDEAO, même avec la France. Aujourd'hui, parce que le partenariat n'est plus le même. Beaucoup ont changé. Est-ce que la situation était très, très tendue aussi avec la France aujourd'hui. C'est pourquoi je disais tantôt, Abdallah, qu'il peut y avoir une idée stratégique pour la Russie aussi de contrecarrer aujourd'hui la France aussi, en général l'Occident. Non, on sait déjà tout ce qui se passe dans la géopolitique. La France et la Russie qui, diplomatiquement, ne conjuguent pas le même verbe. Donc, on peut comprendre ici ce repositionnement du Burkina Faso avec beaucoup de considération. Le président burkinabé a été accueilli du côté de la Russie, nous, et on a suivi l'actualité de ce côté. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui pour le Burkina, c'est de profiter que ce partenariat soit prolifique ou bénéfique pour les populations. C'est ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors Vladimir Poutine aussi, dans sa communication, dans sa réponse, a même reconnu que les échanges ont été très modestes avec le Burkina Faso, le président et le capitaine Ibrahim Traoré, entre donc les deux pays en général, mais veut aussi renforcer, Abdallah, les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays. Donc au-delà du plaidoyer fait par le Burkina, il voudrait renforcer cette coopération économique et commerciale aussi. Bien. Burkina Faso, coopération Russie. Avec la Russie, le président burkinabé plaide pour un transfert de compétences avec Moscou. Monsieur Touré est déjà au bout du fil, il est politologue. Bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour Monsieur Touré, bienvenue dans le scanner. Bonjour Monsieur Touré, est-ce que vous nous recevez? Un problème de liaison encore avec Monsieur Touré ce matin. Monsieur Mahmoud Touré, bonjour, bienvenue dans le scanner de Kavi Média. Problème de connexion, on n'arrive pas. Oui. Monsieur Touré, vous nous recevez à l'instant? Bonjour, bienvenue. Malheureusement, nous avons du mal à recevoir dans cette émission Monsieur Touré Mahmoud. Il est politologue, c'est notre second invité. Avec lui, nous parlons de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso avec cette demande faite par le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui plaide pour un transfert de compétences avec Moscou. Aujourd'hui, le discours, il est fort, oui, parce que le président burkinabé plaide, en tout cas, essaie
tant bien que mal de se rapprocher de plus de la Russie. Il a rappelé dans son discours, pour lui, certaines puissances viennent au Burkina pour profiter du sous-sol burkinabé, en gros, de la richesse du Burkina. Monsieur Mahmoud Touré est encore au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Touré. Malheureusement, nous n'arrivons pas à joindre de nouveau monsieur Touré, le réseau qui se dégrade de ce côté. On va aller à la pause, le temps d'aller avec nos partenaires commerciaux. Derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission Le Scanner. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. CIAC, votre partenaire d'excellence en gestion et développement. Nous sommes plus que des consultants, nous sommes votre allié stratégique à chaque étape de croissance. Des études de faisabilité de vos projets aux évaluations d'impact environnemental et social, nous fournissons des informations qui favorisent un succès durable. Nos stratégies sur mesure aident les entreprises, grandes et petites, à optimiser leurs ressources et à accélérer leurs résultats. Grâce à des programmes de formation spécialisés, nous permettons à vos équipes de diriger en toute confiance en développant des compétences essentielles comme la gestion de projet et l'intelligence émotionnelle. Quel que soit votre secteur, industrie, mine, commerce, BTP, CIAC est là pour transformer votre vision en résultats mesurables. CIAC, votre partenaire de confiance pour une réussite durable. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.
Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. Dernière partie de cette émission, le scanner de Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant, vous nous prenez en marche sur la 89.5 à Bande FM. Vous êtes à la radio forcément. À la télé, vous nous regardez sur le 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+, centré sur le bouquet Star Times et sur nos différents réseaux sociaux. Kavi Media est disponible sur Play Store et App Store pour notre application mobile sur notre site d'information siaminfo.com. Restons avec la Russie. Désormais omniprésente sur plusieurs fronts pendant qu'elle tisse des alliances en Afrique, elle est encore en guerre avec l'Ukraine. Il faut le rappeler, dernier rebondissement, Vladimir Poutine veut reprendre langue avec Kiev alors que l'Ukraine proposait un cessez-le-feu de 30 jours. Oui, Vladimir Poutine change la donne. Le patron du Kremlin veut reparler directement avec Kiev le 15 mai à Istanbul. Yahya Diallo, ce n'est pas la première fois que Moscou parle de négociations. Qu'est-ce qui rend alors cette proposition différente? Bah oui, qu'est-ce qui peut la rendre différente? La question est posée parce que c'est surtout ça. C'est pas la première fois, encore moins la deuxième fois qu'on nous annonce des trêves, quelquefois qui ne durent que 2 heures ou 24 heures. Après, on s'accuse mutuellement de l'avoir violé. Cette fois-ci, vous vous rappelez très bien, pour revenir un peu plus en arrière avec Donald Trump, puisque c'est lui quand même qui avait promis aux yeux du monde entier de mettre fin à cette guerre en 24 heures, dès après son élection à la Maison-Blanche. Alors, pour ceux qui connaissaient un peu la complexité ou les implications géopolitiques de cette guerre, que certains considèrent comme étant une guerre par procuration entre l'Occident et la Russie, avait déjà parié pour dire que ce n'était pas possible de pouvoir mettre fin à cela. Mais il va falloir, sans pour autant oublier que il y avait certains leviers sur lesquels Donald Trump misait pour pouvoir amener les deux parties à s'entendre éventuellement, à passer à autre chose. Alors, vous vous rappelez de la toute dernière visite de Zelensky au niveau des États-Unis, où beaucoup ont qualifié cette visite d'une humiliation de la part de Donald Trump, qui avait mis toute la responsabilité sur lui et qu'il avait effectivement menacé, si celui-ci ne reconsidérait pas sa position, de s'exposer à des sanctions, éventuellement de perdre tout. Alors après tout cela, nous avons connu ce qui s'est passé. Finalement, c'est Donald Trump lui-même, après des rencontres qui se sont passées entre lui et certains chefs d'État européens, notamment Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre britannique. Donc, il y a eu des discussions qui ont dû amener aussi Donald Trump à reconsidérer sa position, parce que tout simplement, d'aucuns pensaient que cette proposition que Donald Trump avait passée ou proposée au président russe consistait à donner ce qu'on appelle Vladimir Poutine la victoire sur un plateau d'or, alors qu'en réalité, il y a là l'Occident qui est vu comme étant le véritable meneur de cette guerre-là qui se passe au niveau de l'Ukraine. Alors, finalement, les choses ont changé, parce que Poutine était quand même admis à accéder à toutes les demandes de Donald Trump, qui semblaient être des demandes qui étaient productives pour lui, parce que ça lui permettait de brandir un trophée, disons un trophée de guerre qui consistait à dire j'ai tout remporté. Puis finalement, vous savez très bien que plusieurs régions de l'Ukraine aujourd'hui sont annexées par la Russie. Comment faire en sorte que tout cela ne soit justement pas définitivement acquis par la Russie. Donc il faut faire des concessions. Je crois que ce sont des concessions qui, à un certain niveau, qui ont amené le président russe, disons, à accepter la main tendue de Donald Trump. Finalement, des discussions à l'interne, ils se sont rendus compte qu'à le faisant, l'Occident perdait. Et par ricochet, c'est l'Ukraine aussi qui perdait sur toute la ligne. Donc finalement, on a décidé la semaine dernière, après cette rencontre entre le président des États-Unis et certains chefs d'État européens, de pouvoir proposer une trêve de 30 jours qui devrait quand même entrer en vigueur de ce lundi. Alors, une trêve sans condition qu'on avait demandé au président russe.
à lui de rétorquer pour dire désormais il ne veut plus des conditions, puisque c'est ce qu'il a toujours dit. On ne pose pas des conditions pour pouvoir, disons, procéder à un cessez-le-feu. Pour lui, il a besoin aujourd'hui d'échanger directement avec le président ukrainien. Alors, à la surprise générale, le président ukrainien avait réagi à cette demande-là, où il avait dit qu'il était disposé à rencontrer directement Vladimir Poutine pour qu'il puisse discuter avec lui. De l'autre côté aussi, même son de cloche par Washington, Donald Trump avait applaudi, disons, cette annonce de Vladimir Poutine, sans pour autant connaître l'issue de cette rencontre, parce que c'est à Istanbul. C'est en cela que nous allons dire que c'est symbolique. Maintenant, est-ce que ça va être, disons, un déclic pour pouvoir procéder à une trêve? On attend de voir, parce que tout simplement, il y a là des positions qui semblent être diamétralement opposées. Comment est-ce qu'il faut amener les deux camps autour d'une même vision qui consiste à dire ça n'est de trop pour ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Il faut mettre fin à cela. Et je pense que c'est là où toute la question reste posée aujourd'hui. Et c'est là même que je rebondis, Yaya Diallo, pour poser cette question. La date du 15 mai à Istanbul est-elle symbolique ou stratégique? Je pense qu'elle est beaucoup plus stratégique que symbolique. Elle peut être symbolique puisque c'est sur une terre étrangère, à l'Ukraine, mais aussi étrangère à la Russie. Donc voilà le symbolique. Alors c'est pour une question d'équilibre. Justement, c'est Erdogan que nous connaissons aussi, qui est un fervent défenseur des mondes multipolaires. Donc, voyez-vous, comment tout cela va se passer. Alors, stratégique, parce que tout simplement, pour beaucoup d'observateurs, Vladimir Poutine est en train de chercher du temps, gagner du temps, parce que jusqu'à preuve du contraire, il semble être celui-là qui tire beaucoup plus profit de cette guerre qui s'alise que l'Occident. Donc, il faut prendre tout son temps, examiner, voir tous les contours et voir comment est-ce qu'il faut obtenir une trêve éventuellement, dans laquelle trêve il pourra lui-même aussi en tirer profit. Donc voilà tout le calcul aujourd'hui qui semble être, disons, fait. Et ça peut être aussi un éventuel blocus si toutefois il n'arrivait pas toujours justement à comprendre qu'il s'agit effectivement de mettre fin à une guerre. Maintenant, comment de l'autre côté les Européens, puisque aujourd'hui ce sont eux-là qui, à un certain niveau, avaient justement semblait avoir perdu la guerre, parce que pour eux, si Donald Trump savait très bien que la juxtaposition géopolitique de ce conflit, l'implication de l'OTAN, une alliance dans laquelle il y a les Européens mais aussi les États-Unis, qui sont les véritables meneurs de cette guerre. Alors, d'un seul coup, Donald Trump s'élève pour dire que Vladimir Poutine, voilà la proposition qu'on te propose, sans qu'il n'y ait des concertations préalables avec les Européens, et une proposition qui semblait être beaucoup plus bénéfique à la Russie. Alors si tout cela continue sans pour autant que, en contrepartie, les Européens aussi puissent avoir quelque chose, donc l'Occident de manière générale, donc ça risque d'être une trêve fragile. Une trêve fragile parce que tout simplement, c'est une guerre qui oppose deux camps sur la scène mondiale, sur une zone géographique donnée. Alors aujourd'hui, les véritables perdants, c'est les Ukrainiens. Je crois que le président ukrainien commence à s'en rendre compte qu'il faut mettre fin à toutes ces, à toutes ces vicissitudes-là, à toutes ces théories, toutes ces pertes en vie humaine. Comment le faire? Il est dans cette situation-là qui va l'aider, parce qu'il est allé lui-même jusqu'à proposer des concessions aux États-Unis, des concessions quand même qui ont étonné le monde, où il avait dit qu'il était prêt à céder toutes les terres rares de l'Ukraine aux États-Unis pour qu'en contrepartie, les États-Unis puissent s'occuper de la sécurité de l'Ukraine. Alors si toutes ces choses-là sont déjà sur la table, ça veut dire tout simplement que on est arrivé à un niveau où le président Zelensky lui-même s'est rendu compte que cette guerre ne sera jamais bénéfique aux Ukrainiens. Aux Ukrainiens. Dernière question, il y a peut-être avant de joindre notre invité. Vous avez parlé tout à l'heure de gagner du temps. Une phrase qui est utilisée par bon nombre d'observateurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire à la sincérité de Vladimir Poutine? Ou on peut dire qu'il essaie de gagner du temps militairement? Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même certaines zones de la Russie qui sont annexées
par l'Ukraine. Justement, c'est en cela que je dis ici, aussi longtemps que la guerre s'allégira, Poutine en tirera profit. Il y a beaucoup qui pensent que Poutine, c'est l'exemple typique de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire qui semble s'agripper autour d'un conflit qui lui est bénéfique. Donc ça veut dire qu'aussi longtemps que le conflit existera, on pourra justement essayer de fédérer autant développer notamment ses alliés, parce que n'oublions pas que la Russie aussi a ses alliés, des alliés qui contribuent directement et indirectement, disons, à cette guerre-là. Alors de l'autre côté aussi, nous avons l'Occident et ses alliés aussi qui contribuent. Donc ça veut dire tout simplement qu'à date, il va le dire, à date, j'ai toutes les clés en main. Comment faire en sorte qu'on puisse procéder à une trêve dans laquelle je peux encore en tirer profit? C'est là où se trouve aujourd'hui tout le calcul de Vladimir Poutine. Mais encore une fois, n'oublions pas qu'au niveau de la Russie, il y a aussi des pertes. Il y a des pertes aussi humaines. Il y a des pertes matérielles aussi. Mais puisque c'est une guerre de communication où chacun est en train de jouer toutes les cartes pour pouvoir gagner la guerre aussi au niveau de la communication, c'est pour cela que nous n'en parlons pas peu. Mais la perte aussi, elle est aussi valable pour la Russie. Donc c'est pour autant dire que mettre fin à cette guerre-là, à la limite, elle peut être bénéfique à toutes les parties. Bien, à toutes les parties prenantes. Mamadou Dian, je sais que vous voulez placer un mot. On va replacer, en tout cas, rappeler le contexte général. Depuis février 2022, la Russie mène cette guerre contre l'Ukraine. Mais où est parti tout cela? C'est après que la Russie ait annexé la Crimée. C'était en 2014. Le conflit a provoqué, s'il faut le dire, selon plusieurs médias, des milliers de morts, de déplacer des millions de personnes, et profondément bouleverser les équilibres géopolitiques. Et en Europe, et dans le monde entier. Alors peut-être ça sera aussi une nouvelle ère, une histoire, puisque ça sera la première fois que les deux hommes se rencontrent après 3 ans, c'est-à-dire depuis le début du conflit. C'est raison peut-être pour laquelle d'ailleurs il y a Volodymyr Zelensky qui dit qu'il est très impatient de retrouver ou en tout cas d'être à nouveau avec son homologue de la Russie et qu'il l'invite également à ne pas chercher des excuses pour cette fois-ci encore. Il a même posté, je cite, il dit « J'attendrai Poutine en Turquie ce jeudi. Donc personnellement, j'espère que cette fois, les Russes ne chercheront pas d'excuses. » Donc a-t-il écrit. Alors la rencontre entre ces deux personnes-là, je le disais, ça sera une chefs d'État. Oui, des chefs d'État. Ça sera une première depuis 3 ans, ce qui peut-être serait aussi une autre ouverture, vous l'avez dit, de mettre fin peut-être à cette guerre, ou est-ce que c'est réellement une aussi stratégie pour Poutine de trouver un peu de temps, parce que on imagine qu'il y avait eu une trêve de 3 jours ces derniers temps, à l'issue de laquelle il y a l'Ukraine aussi qui en avait demandé 30 jours autre plus, mais bien avant même la fin de cette trêve-là, il y a eu plus de 100 drones qui ont été aussi déployés par l'Ukraine en Ukraine, qui a causé plusieurs morts. Abdallah. Bien, Diallo, je me tourne encore vers vous en attendant d'avoir notre invité. Les derniers développements, l'Ukraine a récemment proposé un cessez-le-feu, vous l'avez rappelé, complet et inconditionnel de 30 jours. Signe d'une volonté d'apaisement. Ça, c'est le premier développement qu'on a reçu. Après, les heures qui ont suivi, on voit cette sortie de Vladimir Poutine, de son côté, qui rejette cette proposition, préférant reprendre les négociations directement avec Kiev, c'est-à-dire à Istanbul. Sans condition. Sans condition, hein, le 15 mai prochain. L'autre aspect, est-ce qu'on peut dire qu'il veut discuter des racines du conflit, ce qui pourrait inclure des sujets, peut-être on ne l'a pas rappelé, sensibles comme l'OTAN, le statut du Donbass ou la Crimée. Justement. C'est des aspects peut-être que les observateurs, ceux qui sont des analystes en géopolitique en parlent. Il y a le sujet sur l'OTAN, tu l'as rappelé brièvement, il y a le statut du Donbass, il y a aussi la Crimée qui est quand même la source de ce conflit. Justement, une des sources de ce conflit, Abdallah, vous l'avez rappelé, au niveau de l'OTAN, vous savez que c'était quand même l'élément déclencheur quand l'Ukraine avait annoncé sa volonté et toutes les couleurs de pouvoir adhérer à cette alliance qui compose l'Occident de manière générale. La Russie avait vu cela comme étant une déclaration de guerre. Stratégiquement, c'était pour la Russie impossible de pouvoir accepter que la Russie puisse, l'Ukraine, que la Russie considère en partie. Je crois que ces allogements comme étant une bonne partie de la Russie.
Alors, je crois qu'à travers la guerre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs régions qui sont riches au faune au niveau de l'Ukraine. Donc, la Russie n'avait pas voulu entendre ça parce que pour la Russie, c'était une façon pour l'Occident de s'approcher des gens dangereusement, des gens considérés comme étant stratégiques pour la Russie. Et je crois que l'Ukraine aujourd'hui, c'est un enjeu mondial pour ces différentes puissances-là, où chacun est en train de dire au bout du bout, l'Ukraine me reviendra. Oui. Alors, comment tout cela va se passer? Maintenant, est-ce que Vladimir Poutine aura tous les arguments possibles et que de l'autre côté aussi, Zelensky, l'oreille attentive de pouvoir comprendre que ces projets, on n'a plus besoin de démontrer, a été un projet chaotique pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Occident de manière générale. Oui. Mais est-ce qu'il faut mettre fin, disons, à ce projet pour pouvoir rester l'Ukraine qu'on a connue? Éventuellement revoir comment est-ce qu'il faut collaborer, diversifier naturellement ses relations avec l'Occident. On ne peut pas dire qu'il s'agit de mettre fin à ces projets éventuellement et peut-être tourner carrément le dos à l'Occident en dépit de tout ce que l'Occident a consenti aussi, il faut le rappeler, dans le cadre de cette guerre-là. Nous avons connu, disons, plusieurs quand même, de dépenses matérielles à travers les États-Unis. Plusieurs milliards ont été engloutis dans cette guerre-là. Je crois que c'est une des raisons qui avait amené à Donald Trump de dire qu'on ne peut plus continuer à financer aveuglément une guerre pour laquelle nous ne connaissons absolument, disons, aucune issue. Parce que c'est ce que les États-Unis ont qualifié de cette situation dès l'arrivée de Donald Trump au niveau de la Maison-Blanche. Alors, il fallait mettre fin à cela. Mettre fin à cela, c'était quand même de freiner une gabégie, une hémorragie financière pour les États-Unis, mais aussi faire l'économie d'un certain nombre de moyens, disons, militaires. Parce que vous savez très bien qu'il y a plusieurs équipements militaires qu'on utilise au niveau de l'Ukraine. Ce sont des équipements de marque occidentale. Je ne peux pas citer nommément les pays, mais beaucoup de pays sont justement pointés du doigt comme étant les véritables fournisseurs de ces armes-là. Donc ce n'est pas caché. C'est pour autant dire que ce sont là des géants qui se battent sur un territoire donné, où lui-même, le chef d'État ukrainien, n'arrive toujours pas à faire la part des choses sur les pour et les contre, les avantages, éventuellement les inconvénients, et jusqu'où l'Ukraine est prête à aller avec cette guerre-là. Parce qu'il faut le dire, à l'interne aussi, il y a des voix qui se lèvent pour dire mettons fin à cette guerre-là. Peut-être éventuellement de se préparer pour voir comment est-ce qu'il faut rebondir pour pouvoir préserver... Reculer pour mieux avancer. Justement, comment est-ce qu'il faut éventuellement préserver sa souveraineté. Parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. L'Ukraine qui considère que sa souveraineté est piétinée par la Russie, et la Russie qui considère l'Ukraine comme étant justement une menace à travers laquelle les Occidentaux sont en train de passer pour pouvoir atteindre la Russie. Donc voilà aujourd'hui une véritable, disons, mosaïque de problèmes qui se posent aujourd'hui. Est-ce que tous les deux ont appris des leçons au regard de l'envergure de cette guerre-là? Est-ce qu'ils sont tous d'accord qu'éventuellement, puisque c'est le président russe qui a fait la proposition de rencontrer, c'est vrai que l'Ukrainien l'en avait déjà rappelé, il était prêt, à un certain niveau il nous disait qu'il n'en avait plus besoin parce qu'il était fort du soutien de l'Occident. Finalement, je crois qu'il semble être justement vulnérable parce que tout simplement les États-Unis sur lesquels il comptait n'est plus apte justement à continuer à financer justement cette guerre-là. Donc je pense que c'est dans le bénéfice collectif de ces des États-là de pouvoir s'entendre et mettre fin à cette guerre qui n'a fait que trop durer et qui a affecté le monde entier. Abdallah. C'est en cela que nous disons ici, il ne faut pas voir la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est une guerre mondiale qui semble avoir ses impacts un peu partout, notamment l'Afrique. Nous sommes impactés directement par cette guerre-là. C'est vrai que les chefs d'État africains, beaucoup se sont abstenus de s'aligner, mais je pense que là, quand nous arriverons justement à trouver les bons termes pour mettre fin à cette guerre-là, je crois que le monde saura qu'on était dans une folie dont il fallait absolument arrêter. Il faut arrêter cette folie. Il faut aussi rappeler les enjeux géopolitiques. Pourquoi la Turquie? Voilà tant de questions qu'on se pose. La Turquie, Yahya Diallo, qui accueille les négociations, aussi, selon beaucoup d'observateurs, cherche à renforcer sa stature diplomatique. Vous l'avez dit avec Erdogan. Justement, la Turquie, qui est une des puissances sous-régionales désormais, en tout cas au niveau du Moyen-Orient. Vous savez très bien que la Turquie qui
se considère d'ailleurs déjà comme étant un membre à part entière de l'Union européenne, même s'il y a des blocus quelque part, mais qui semble avoir, disons, toutes les cartes en main pour pouvoir être pleinement de plein droit, il faut le rappeler, ce qui n'est pas le cas actuellement. La Turquie, à un certain niveau, qui avait des soucis diplomatiques avec les États-Unis, je pense que cela a été résolu. Vous vous rappelez de cette crise qui s'annonçait pour la Turquie, qui était due à ces conflits entre la Turquie et les États-Unis. Donc finalement, je crois que ça a été résolu. Je pense que c'est un bon médiateur au regard de la situation géopolitique, oui. Au regard de son positionnement au niveau l'échiquier sous-régional, au niveau du Moyen-Orient. Donc je crois que tout cela peut permettre aujourd'hui à la Turquie qu'on peut considérer comme étant un acteur neutre de cette situation qui, il faut le rappeler, a longtemps appelé les uns et les autres à se retrouver autour de la table pour pouvoir à discuter. Je pense que l'Occident, de l'autre côté, composé essentiellement de l'Europe. Nous connaissons la position de la Turquie avec ces gens-là, avec tout ce que nous connaissons naturellement avec la guerre, aussi au niveau le conflit qui oppose Israël et la Palestine, éventuellement aussi Israël et le Hezbollah, à travers disons, la Syrie. Justement. Oui, la Syrie, oui. Justement. Vous savez, il y a toute cette tentacule-là aujourd'hui qui semblent être concernés par cette situation. Donc c'est une chaîne, je voulais dire. Donc il y a là une nécessité de mettre fin à ces conflits-là parce que c'est un conflit aujourd'hui qui semble avoir ses répercussions un peu partout, notamment au niveau du Moyen-Orient. Donc mettre fin à cela, ça permettrait aussi à ces différents acteurs-là de pouvoir se mettre ensemble et faire face éventuellement à des dangers qui sont au niveau de cette région-là, des dangers liés à la sécurité, des dangers aussi liés au terrorisme, mais aussi des dangers sécuritaires qui concernent ces conflits, à force de me répéter, entre Israël, la Palestine, Israël, mais aussi la Syrie. Je vais parler même de cet État qui abritait le Hezbollah. L'État qui semble être tout proche de la Russie, l'État d'origine de Nasrallah. La Biélorussie? Pas la Biélorussie, ça m'échappe, mais ça arrive souvent. Oui, ça arrive comme tout analyste. Ça arrive souvent, mais je pense que ce sont des conflits qui peuvent... Le Liban. Merci. C'est le Liban, je voulais dire, parce que vous savez très bien que tout est parti de là. Et il y a des acquaintances qu'on peut effectivement essayer d'établir entre ce qui se passe au niveau de la scène mondiale et ce qui se passe dans une partie du monde entier. Donc pour la Turquie, c'est une façon de mettre fin à cela. Pourquoi pas essayer de se projeter vers l'avenir. Je pense que ça peut permettre justement à Erdogan aussi d'enrichir, disons, son carnet diplomatique et pourquoi pas de narguer aussi les Européens. Ouais, peut-être avoir une même mise sur, comme vous l'avez dit, être les deux, être le négociateur. Voire même du siècle. Du siècle, il faut le dire. Parce qu'il y a quand même ce qu'il faut retenir, c'est que et l'Occident et les États-Unis jouent à la carte de la prudence, jouent à la prudence, c'est ça le mot, jouent à la prudence parce qu'ils conditionnent quand même cette rencontre ou cette négociation à des garanties concrètes de retrait russe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va à la négociation, mais chacun craint le rétro-pédalage de Vladimir Poutine. Craint que Vladimir Poutine ne soit pas en train de faire de gagner du temps. Du temps. Une autre peut-être stratégie aussi, c'est pourquoi les dirigeants européens ont réagi par rapport à cette rencontre au cas où elle serait aujourd'hui avortée aussi une nouvelle fois par Vladimir Poutine. Il y a même le chef de la diplomatie française qui réagissait hier même sur France Info ou encore Le Monde, et je parle bien de Jean-Noël Barrot. Il disait ceci, ce qui a été dit hier par les dirigeants européens qui participaient à un sommet. Il dit c'est si Poutine ne consente pas aussi au cessez-le-feu, il faudra faire ce que ce nouveau paquet j'y arrive de sanctions et aller chercher le secteur financier et les secteurs pétroliers comme les Américains s'apprêtent déjà à le faire. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, s'il y a vraiment un avortement
de cette rencontre ou un rétropédalage, comme vous l'avez dit, de Vladimir Poutine, il peut y avoir vraiment des répercussions aujourd'hui, des nouvelles sanctions aussi de la Russie contre la Russie par l'Union européenne dans son ensemble. Ouais, dans son ensemble, ce qui est bien compris. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir notre invité. Ce n'est que partie remise pour la prochaine fois. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs et auditeurs, deux invités que nous avons manqués ce matin, indépendamment de notre volonté. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mamadou Diallo. Allez Abdallah, merci à demain. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. Merci à l'équipe technique du jour. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.